La peur, en fait, c'est une vibration basse sur le plan émotionnel qui fait qu'il n'y a aucune information qui peut passer dedans pour programmer le moindre futur. Donc c'est le futur, le pire, qui s'impose. Je m'appelle Philippe Guillemant, je suis de l'École centrale Paris, je suis docteur en physique, habilité à diriger des recherches. Je travaille au CNRS où j'ai eu essentiellement deux grandes activités. Je suis devenu un spécialiste de l'intelligence artificielle et en fin de carrière, je me suis intéressé à la physique théorique. C'est la physique de l'univers en général, hein. C'est l'assemblage de toutes les physiques pour arriver à avoir une vision du monde à peu près cohérente. C'est-à-dire que j'essaye de puiser ma vision du monde dans les résultats les plus étranges de la physique moderne. Ça vient de mon enfance, alors que j'étais encore au collège, où je m'intéressais à la philosophie, alors que je n'avais que 13 ans à l'époque. Et entre 13 ans et 18 ans, je m'intéressais énormément à la physique moderne parce qu'il y avait de grands changements. Il y avait la question du déterminisme, du hasard, le hasard quantique, la mécanique quantique, etc. Tout ça, ça m'a beaucoup questionné par rapport à la question de savoir si l'homme avait un libre arbitre ou pas. C'est-à-dire que la physique, normalement, la physique classique nous interdit le libre arbitre, mais depuis la physique quantique, on était en droit de se poser des questions. Aujourd'hui, tout ça, ça s'est transformé en quelque chose qui est encore plus étrange qu'avant, puisqu'on fait appel à des concepts qui ne réconcilient personne, le concept de multivers. Et donc moi, j'ai pris une option qui consiste à interpréter le multivers comme appartenant à la conscience, en fait, hein. Lorsqu'on fait un renversement de perspective en physique, qui consiste, au lieu de tout rapporter à la matière, de tout rapporter à la conscience, à ce moment-là, la physique devient beaucoup plus intuitive. Mais tout est parti de la notion de l'indéterminisme, c'est-à-dire qu'en fait, on a découvert que la physique était indéterministe, et ça a été confirmé en 1982 par les expériences d'Alain Aspect. Donc ça a été vraiment la première confirmation des résultats étranges de la physique, hein, de la physique quantique au départ, mais ensuite de la relativité, puisque aujourd'hui on a découvert par exemple l'existence des ondes gravitationnelles. On a aussi découvert que notre futur était probablement déjà réalisé, tout simplement parce que, en faisant des expériences avec des horloges atomiques, on a découvert les problèmes du temps et le fait que finalement on peut aller un petit peu dans le futur, peut-être un petit peu dans le passé. Et tout cela m'a fait beaucoup réfléchir et élaborer une théorie du temps que j'essaye de rendre compatible avec tout ce qu'on a découvert en physique, tout en nous amenant à revoir notre conception de l'homme au sein de l'univers, c'est-à-dire que finalement il est tout à fait possible qu'on ait un libre arbitre et qu'on ait une âme par surcroît. Alors moi j'ai commencé par forger des certitudes par rapport à ça, à cette influence du futur, de par mon expérience professionnelle, parce que j'étais dans l'innovation, dans la créativité, j'étais même récompensé plusieurs fois pour avoir ce genre de créativité. Et je savais que ma créativité était fondée plus sur ma foi que sur mon mental. Donc j'avais, de par mon expérience, pendant 20 ans, engrangé des succès dont je reconnaissais moi-même qu'ils ne pouvaient pas être dus à mon intelligence. Bien sûr, il fallait de l'intelligence pour, une fois qu'on a trouvé l'idée, la mettre en œuvre. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver l'idée ? Et pour trouver l'idée, ce n'était pas le mental qui intervenait, c'était au contraire faire taire le mental, aller dans la nature, faire de la méditation, se mettre en état de rêve éveillé, etc. C'était des choses qui me montraient que les informations qui sont les plus utiles, les plus créatives, ne sont pas forgées par le mental du tout. Au contraire, il faut faire taire le mental. Donc moi, disons que je n'ai pas compris tout de suite d'où ça venait. Au départ, je me croyais très intelligent, alors qu'en fait, non. C'est quelque chose qui est à la portée du commun des mortels, et j'ai compris ça petit à petit parce que
C'est pas seulement dans ce qui vous arrive, dans le hasard des rencontres, c'est pas seulement dans... Ça peut être tout simplement, moi j'ai fait beaucoup de développement logiciel, énormément, ça peut être tout simplement que le hasard fait qu'à un moment donné, vous faites une mauvaise manip, grâce à une erreur, etc., paf, vous vous retrouvez avec votre souris devant la ligne de code où il y a le gros bug qui vous résout le problème que vous aviez depuis 3 mois. Hein. Donc, et vous désespériez, et vous ne savez pas comment résoudre, vous avez fait un pari sur votre capacité à développer un nouveau logiciel, en l'occurrence c'était une nouvelle architecture de réseau de neurones, et puis le hasard vous met en face de la ligne de code où se trouvait le problème qui faisait que ça ne marchait pas. Et puis hop, le hasard vous met en face du truc qu'il faut corriger, vous le corrigez, et là ça devient magique. Et donc j'ai eu, ça je donne ça comme exemple, mais j'ai eu plusieurs fois dans ma vie professionnelle, au départ, des hasards, que ce soit ce genre de choses ou des rencontres, qui m'ont, comme si l'univers, comme si je ne sais quoi, avait décidé qu'il fallait que je réussisse. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir au fait que en fait, je crée mon futur avant. Je crée d'abord mon futur et ensuite, quoi que je fasse, il faut que j'y arrive. Donc si le hasard, s'il y a besoin de probabilités extrêmement faibles pour que j'y réussisse, de toute façon je suis condamné à réussir parce que j'ai déjà créé ce futur-là. Et si j'ai déjà créé ce futur-là, c'est parce que j'y ai investi mon cœur, ma foi, l'amour et la passion que j'ai dans ce type de recherche, parce qu'il y a une authenticité, parce qu'il y a une sincérité à l'origine de cette envie de réaliser quelque chose de nouveau. Compte, c'est le moral, c'est la conscience. Si on a conscience du sens de son existence, on a d'emblée des capacités d'auto-guérison ou des capacités de traverser les imprévus, les difficultés les plus insurmontables. Ce n'est quand on programme inconsciemment l'heure de mourir, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un tas de gens qui, du fait de la crise sanitaire, se sont imaginés qu'ils allaient y passer. Parce qu'on en fait une telle propagande que ça fait tellement peur que je suis sûr qu'il y a un tas de gens qui se disent « bon ben voilà, mon heure est venue », mais ils se le disent inconsciemment, et du coup ça programme finalement leur mort. Et donc je suis certain, enfin quasiment certain, que parmi les morts du coronavirus, il y a une quantité impressionnante de morts qui sont dues à ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire que le simple fait qu'on ne voit plus de sens à son existence, hein, c'est-à-dire qu'à la limite, on rentre dans l'acceptation de la mort, on ne voit plus de sens à son existence, les gens de votre famille ne viennent plus vous rendre visite, ce qui vous confirme, parce qu'ils auraient pu quand même essayer, ce qui vous confirme dans le fait que vous avez raison de penser que la fin de votre existence est venue, ça provoque la mort. C'est très logique, c'est inévitable. Et donc voilà, pour moi, il est clair que le coronavirus, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, je ne suis pas capable de chiffrer le pourcentage de morts dû à l'effet nocebo, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est très important, puisque c'est le sens de la vie, c'est la compréhension du sens de l'existence qui fait qu'on reste en santé. La peur, en fait, c'est une vibration basse sur le plan émotionnel qui fait qu'il n'y a aucune information qui peut passer dedans pour programmer le moindre futur. Donc c'est le futur, le pire qui s'impose. C'est en lien avec le fait qu'il n'y a pas de différence entre l'espace et la conscience. Et donc les vibrations de l'espace, ce sont des vibrations de la conscience. Et en l'occurrence, ce sont des vibrations émotionnelles. D'accord ? Bon, il y a une extrêmement large gamme de vibrations émotionnelles à tous les niveaux, dans toutes les échelles de l'univers. Et même pour un individu, pour un homme, il y a déjà trois échelles trois niveaux de la conscience, avec 3 échelles de vibration de la conscience. Et l'émotion intervient à différents niveaux, elle n'a pas toujours l'air d'être de l'émotion,
Elle est au niveau du cœur, c'est vraiment l'émotion, mais au niveau des tripes, c'est une forme d'émotion également, hein, qui donne du courage. Et au niveau du mental, c'est une émotion qui correspond plus à du sentiment, c'est plus au niveau de l'intuition. C'est-à-dire que quand on a une intuition, c'est quelque chose qu'on ressent au départ. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on arrive à décoder ce ressenti pour le transformer en information à destination du mental. Et c'est quelque chose que le scientisme ou la science matérialiste néglige complètement, c'est la compréhension du fait que l'intelligence, elle se décline en trois niveaux, et même plus que ça, parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'intelligence, le QI, c'est plutôt l'intelligence analytique, hein, alors qu'en fait, il faut tenir compte aussi de l'intelligence intuitive, cerveau droit. Le cerveau droit n'est pas forcément toujours à droite, le cerveau gauche n'est pas forcément toujours à gauche, mais une chose est sûre, c'est qu'on a deux cerveaux. Hein. Le cerveau, en tout cas, deux fonctionnalités complémentaires, l'analyse et l'intuition. L'intuition, ça permet d'avoir une vision globale des choses qui sont trop compliquées à analyser, donc on a besoin d'une vision synthétique qui passe par l'émotionnel. Et l'analytique, c'est une vision temporelle, hein, c'est le cerveau qui crée le temps et qui permet de décomposer les informations en succession logique de manière à rétablir une cohérence. Alors que le cerveau synthétique, le cerveau intuitif n'est pas capable d'établir la cohérence de ce qu'il ressent. Par contre, il est capable de ressentir directement la vérité. Voilà, parce qu'il est relié à une transcendance avec laquelle on est relié qu'au niveau vibratoire. C'est-à-dire que pour avoir un accès à la conscience supérieure qui nous domine, ce n'est que par communication vibratoire qu'on peut le faire, communication émotionnelle. Émotionnelle supérieure, c'est-à-dire haute fréquence, c'est-à-dire fréquence de la joie, de l'amour, par opposition aux fréquences de la peur, de la violence. Ça, c'est très important de le comprendre. On n'est pas encore dans un paradigme qui a... je sais qu'il y a des recherches qui commencent à mettre ça un petit peu en évidence, mais on n'a pas encore compris scientifiquement la réalité de l'impact de la nature, même vibratoire. Tant qu'on n'a pas fait le lien entre les émotions et la conscience et l'espace, on ne sera pas capable de le faire en science. Mais bon, moi je fais ce lien de manière intuitive, mais aussi un peu de manière objective, hein, mais à travers une vision du monde un petit peu plus élaborée, qui dépasse un peu les frontières de la physique quand même. Hein. La peur, c'est une vibration basse qui ne peut pas transformer d'information et qui dit qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la fuite. C'est la mort, c'est la fuite, enfin bon, pas la mort, mais la fuite, la protection, etc. Pas de choix. Tandis que les vibrations élevées, qui correspondent à la joie, l'amour, enfin, etc., à la sérénité, la confiance, etc., sont des vibrations de haute fréquence qui permettent au multivers d'exprimer toutes ces potentialités. Donc à la confiance de s'installer, parce que la confiance, elle te dit, mais parmi toutes les possibilités d'évolution, il y en a une qui est la bonne. Donc aie confiance et tu vas la trouver. Parce que ça passe par des niveaux de compréhension subtile du réel. L'intelligence intuitive, on va dire qu'elle n'a pas complètement disparu. Elle a disparu chez ceux qui ont vraiment considéré intellectuellement que ça n'existait pas. Et elle n'a pas complètement disparu chez les intellectuels qui finalement s'en servent, mais on va dire en trichant. Même moi, j'avais l'impression de tricher dans ma jeunesse, lorsque j'avais des sensations de vérité, j'avais des intuitions qui me disaient ce qui était vrai, mais sans être capable d'expliquer analytiquement pourquoi c'était vrai. Donc, mais je me suis aperçu dans ma carrière que j'avais raison, donc j'ai fini par faire plus confiance à cette intelligence intuitive qu'à l'intelligence analytique qu'on nous vend à travers le QI, les maths modernes, etc. Mais en fait, si on n'expérimente pas dans sa vie la prise de risque qui consiste justement à mettre à l'épreuve cette intelligence intuitive, on ne peut pas développer la foi qu'elle existe. Rares sont les personnes qui prennent le risque de faire des choses qui paraissent impossibles. C'est pour ça que finalement la grande majorité des gens agissent de manière raisonnable et ne font que ce qu'ils sont compétents pour faire. Alors que moi j'ai compris depuis le début de ma carrière professionnelle que la compétence s'acquiert
en réalisant les choses, même pas en réalisant, c'est-à-dire que vous êtes incompétent au départ lorsque vous réalisez un nouveau projet, et les compétences, vous ne les acquérez qu'après. C'est d'abord les autres qui croient que vous êtes compétent puisque vous avez réussi à faire un truc, et vous avez beau dire que non, vous n'étiez pas compétent pour le faire, ils ne vous croient pas. Ils prennent ça pour de la modestie, de l'humilité. Et donc vous finissez par croire que vous avez acquis les compétences que vous n'aviez pas au départ. Et comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans un projet sans compétences? On utilise la joie, la foi et l'intuition. La joie de relever un défi, l'intuition qui, suite à cela, vous permet de trouver la bonne solution, voilà, et la confiance qui vous permet, avec cette solution, de vous mettre au travail, et là, le mental intervient. Donc là, il faut quand même avoir une certaine intelligence. Moi, ça a été dans le domaine informatique, pour réaliser cette solution qui vous a été catapultée, on ne sait pas trop comment, grâce à l'intuition. Il y a eu plein de moments plus ou moins improbables où j'ai vécu des choses extraordinaires, etc. Mais avec toujours du doute, parce que j'ai un doute systématique. Même quand j'ai vécu mes expériences de synchronicité qui m'ont fait écrire La Route du Temps, je doutais encore, mais là, ce n'était plus possible de douter à travers une avalanche de coïncidences. Mais je voulais encore douter. Il y a eu un jour, ça s'est étalé sur 2 jours, où là, j'ai été échec et mat par rapport aux synchronicités. C'est lorsque, et là je ne peux pas tout raconter, c'est lorsque j'ai eu la visite de 6 papillons, en même temps que j'avais fait une demande, en même temps que j'avais posé une question, que j'avais un gros problème à résoudre d'orientation professionnelle. J'ai reçu la visite de 6 papillons, les plus gros papillons d'Europe, qui sont vraiment venus d'une manière absolument flagrante délivrer un message. Ceci précédé de 3 chevaux qui ont eu un comportement extrêmement étrange, et suivi de 3 chamois qui ont eu exactement le même comportement étrange. Et tout cela, j'ai rien compris. J'ai juste dit à ma femme, on a un gros problème avec les animaux en ce moment, ils se mettent à vouloir nous expliquer un truc et on ne comprend rien. Et ce n'est que le lendemain que j'ai compris. Et là, je ne fais que résumer ça, mais d'une manière... Il y a plein d'autres choses, il y a d'autres coïncidences qui ont confirmé tout ça. Et ça a été, bon sang, là j'ai été échec et mat, parce que l'univers à travers les animaux venait me donner mon orientation de recherche pour les années à venir, et ça a marché. Alors que j'aurais jamais cru que si je choisissais cette orientation, je n'aurais jamais imaginé que j'arriverais à faire ces publications dans des revues à comité de lecture qui m'ont donc été inspirées par les 6 papillons. Et ça a été absolument... C'est le truc le plus extraordinaire. Parce que quand ce sont les animaux qui viennent vous dire ce que vous devez faire pour résoudre votre problème qui a été énoncé, et que vous comprenez ce qu'ils vous disent, et que vous le faites, et que ça marche, alors que ça vous paraît impossible, et bien là, chapeau. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, il faut en revenir aux fondamentaux, c'est qu'on est à une époque de changement de paradigme complet, mais bouleversant. C'est-à-dire, il y a eu des grandes révolutions dans l'histoire. Il y a eu le fait qu'on découvre que la Terre est ronde, que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a aussi le passage du primate à l'homme, etc. Enfin, il y a eu tout un tas de choses, de grandes transitions. La transition qu'on est en train de franchir aujourd'hui, c'est probablement la plus importante de l'histoire de l'humanité. Elle est encore plus importante que l'époque galiléenne, elle est encore plus importante que le passage du primate à l'homme, parce que ça a duré pendant probablement des centaines, peut-être des millions d'années, j'en sais rien.
Mais là, c'est quelques décennies, c'est-à-dire en quelques siècles, on est en train de changer complètement le paradigme de notre époque. Et l'humanité, l'homme, va passer à un stade où il va découvrir l'immense potentiel de sa conscience. Et il va notamment découvrir qu'il n'est pas fait de matière, parce que la matière n'existe pas. Et donc c'est de ça que j'aimerais parler, mais qu'il est plutôt un être spirituel embarqué dans une expérience matérielle qui est une expérience de l'illusion, de la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, la matière n'existe pas, la matière, l'espace et le temps sont des propriétés de la conscience. C'est-à-dire que nous vivons dans un champ d'information, dans un immense champ d'information, qui est interprété via le filtre qu'est le cerveau, par la conscience comme étant du temps, de la matière et de l'espace, alors qu'on a affaire qu'à de l'information. C'est la physique qui nous l'apprend, parce que la physique nous apprend que l'espace n'existe pas. L'espace, c'est pas de l'espace. L'espace, il est troué, il est courbé, il est non local spatialement, non local temporellement, il est pixelisé, il a tout un tas de caractéristiques qui font que ça ressemble presque à une simulation, alors que c'est pas une simulation. Nous ne vivons pas dans une simulation, parce que la théorie de la simulation, c'est une théorie complètement inutile et même délirante, parce qu'il faudra expliquer à ce moment-là où se trouve la simulation. Est-ce qu'elle-même c'est une simulation, etc. On n'en finit pas. On n'a pas besoin de cette théorie de la simulation, à partir du moment où on considère que tout doit être rapporté à la conscience. Si tout est rapporté à la conscience, alors on n'a pas besoin de dire que nous sommes dans une réalité où il y a des objets qui se trouvent dans un espace, et parmi ces objets, il y a des cerveaux qui créent la conscience. D'abord, tout ça, c'est de la magie, parce que comment est-ce que le cerveau crée de la conscience, hein? Comment est-ce que la nature arrive à fabriquer des êtres négantropiques, alors que normalement, la mécanique nous instruit du fait qu'on va vers le désordre. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont franchement incompréhensibles et qui sont pourtant acceptées par les scientifiques et qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, on le sait, on a toutes les preuves. On sait que la mécanique est indéterministe, on sait que Darwin n'explique pas l'évolution, on sait tout un tas de choses. Donc il y a tout est par terre. Tout ce qu'on nous a appris à l'école, c'est par terre. Par contre, si on remet la conscience au centre, si on remet la conscience première, à ce moment-là, on comprend tout. On n'a pas besoin de définition de la conscience, c'est ça qui est bien. C'est que c'est la seule chose réelle. Donc il faut juste partir, c'est le pense donc je suis de Descartes. Descartes revisité au XXe siècle et il dit je pense donc je suis conscient. La conscience est la seule chose qui existe. Il faut tout rapporter à la conscience. Et à ce moment-là, si on regarde la physique, on comprend beaucoup mieux, on comprend même intuitivement la physique. Parce qu'on peut dire, ok, nous sommes des consciences embarquées dans un champ d'information que la conscience interprète comme étant du temps, de l'espace et de la matière. D'accord ? Et à ce moment-là, on peut comprendre tout ce que la physique a découvert depuis des décennies et n'arrive pas à interpréter. On peut comprendre qu'est-ce que c'est que les 6 dimensions supplémentaires de l'espace-temps. On peut comprendre qu'est-ce que c'est que les trous noirs. On peut comprendre qu'est-ce que c'est que le temps. On peut comprendre, enfin, je ne vais pas l'expliquer là parce qu'on n'a pas le temps. Mais bon, prenant les 6 dimensions supplémentaires de l'espace-temps, qui sont déjà découvertes depuis 50 ans, via la théorie des cordes, et qu'on a interprétées comme étant liées à des vibrations de l'espace. C'est quoi des vibrations de l'espace ? C'est des vibrations de la conscience, puisque l'espace, c'est la conscience.